Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis Corinne Guémin, je suis fondatrice du cabinet de conseil Plumenvise. Je suis accompagnée de mon associé Morgane, qui interviendra également au cours de notre journée. Donc, créé le 9 janvier 2023, il y a un petit peu plus d'une année, on va dire, Plumenvise est un cabinet de conseil spécialisé dans l'amélioration de la productivité et de la fidélisation des collaborateurs. Nous accompagnons les entreprises dans la création donc d'un environnement de travail optimisé, engagé et durable, d'où notre journée. Alors pourquoi Plume Bis? On me pose souvent la question. Ben, la plume, c'est un symbole de liberté, de créativité, puis les abeilles de productivité et de sens du collectif. D'où aussi notre journée qui a été créée de manière collective, conçue de manière collective avec toutes nos intervenantes. Alors, que fait Plume Bis en dehors d'organiser des journées sur la QVCT? Nous nous appuyons sur les grands domaines RH associés à la puissance d'une ambition RSE pragmatique et au levier de la communication interne et de la marque employeur. Notre méthode est similaire et l'objectif également, améliorer la productivité et la fidélisation des collaborateurs, vous l'aurez compris. Nos clients sont tant des PME que des agences publiques, mais aussi nous avons parmi nos clients quelques TPE et des filiales de grands groupes. Nous travaillons suivant des approches d'intelligence collective et collaborative associées à de la pédagogie active et à des conseils d'experts. Notre sujet, en fait, est de mettre en phase les employés et les employeurs. Notre positionnement est celui d'un facilitateur, d'un passeur de changement. On ne se positionne pas comme un expert, comme toutes les expertes que vous allez voir aujourd'hui qui sont nos partenaires. Et nous sommes également organisme de formation, bientôt certifié Calliope le 23 septembre exactement. Et nous proposons donc 16 modules de formation, sensibilisation, interactif et ludique qui couvrent en partie nos 3 domaines d'action. Et donc, bienvenue à notre journée de conférence sur la qualité de vie et des conditions de travail, ce que l'on appelle communément la QVCT. Nous attaquons le dernier échange de notre journée qui a été dense. Et donc, bienvenue pour cette session spéciale où nous allons explorer la convergence fascinante entre la QVCT et la RSE, la qualité de vie et des conditions de travail. À force de le rabâcher, maintenant, c'est rentré, on le sait, et la responsabilité sociétale des entreprises. Et donc, pour cette conférence, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir deux invités exceptionnels qui nous éclaireront sur ces enjeux cruciaux, Louise Guerre et Charlotte Doderny. Je vais brosser très rapidement votre bio et je vous demanderai de la développer ensuite. Donc, Charlotte, tu es chef de projet RSE et transition écologique chez Énergique. J'adore cette entreprise, tu nous expliqueras ce que fait et ce que propose Énergique. Et Charlotte est également une actrice active, voire très active, de la transition environnementale et sociale, apportant une perspective riche sur la manière dont les entreprises peuvent évoluer vers des pratiques plus durables et responsables. Et Louise est la dirigeante du groupe Cerda Archimag, un magazine de référence pour les professionnels de l'information qui a plus de 30 ans d'histoire, je crois. Donc, Louise est extrêmement active dans le monde associatif et engagée, et elle apporte notamment une vision unique sur l'intégration de la RSE au sens très large dans le quotidien des entreprises. Et vous allez voir que Louise, en fait, c'est pas forcément la RSE au sens où classiquement on l'entend. Louise, elle va beaucoup plus loin dans sa logique vertueuse. Et au cours de nos échanges, nous discuterons de l'influence de la RSE sur la QVCT et vice-versa, de concepts innovants tels que la perma-entreprise et de la manière dont ces idées se traduisent concrètement sur le terrain. Nous explorerons également des idées pratiques pour améliorer la QVCT en s'inspirant des meilleures pratiques de la RSE ou de la perma-entreprise et aussi de la régénération active. Et on apprendra un petit peu mieux ce qu'est cette bête-là. Louise, est-ce que tu peux nous en révéler un petit peu plus sur toi, s'il te plaît?
Oui, donc bah, moi, j'ai créé mon entreprise. En fait, on va fêter nos 40 ans l'année prochaine. Ah, Voilà, je- directement à la sortie de mes études. C'est une entreprise qui s'est spécialisée au départ dans tout ce qui était gestion documentaire et qui aujourd'hui travaille beaucoup sur, notamment pour des grands groupes, sur des projets de dématérialisation et de travail autour de l'intelligence artificielle et des data orientés sur l'information, le document. Et donc, on publie effectivement un magazine, mais on a aussi une activité de consulting et de formation. Et moi, j'ai toujours souhaité, voilà, j'ai toujours pensé que l'entreprise n'était pas une île déserte et qu'il fallait s'intéresser à ce qu'il y a autour. Donc, j'ai été très active au CJD, au Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, pour ceux qui connaissent. J'ai été présidente de ce beau mouvement en 2000. J'étais la première femme présidente en l'an 2000. Bon, alors, ça fait plaisir. En même temps, c'est un peu énervant quand on voit la presse qui se gausse de ça en disant c'est super. Mais bon, voilà. Je pense que quand on avance, on montre aussi le chemin. Donc ça a été un moment très important de mon parcours. Ensuite, j'ai été très engagée également à Action contre la faim. Donc j'en ai été au conseil d'administration, puis secrétaire générale pendant 7 ans. Et puis voilà, c'est une magnifique ONG et j'ai voulu à un moment donné m'engager dans quelque chose de plus proche, hein, parce que Action contre la faim, c'est une ONG qui va là où les autres ONG ne veulent pas aller, vous voyez, l'Afghanistan, le Yémen, tous ces endroits de la planète très sympas. Et j'ai voulu avoir un engagement plus local. Et donc, je suis engagée maintenant depuis 6 ans dans une association qui s'appelle le Réseau Étincelle et qui vient en aide aux jeunes décrocheurs, hein, grâce à une méthode innovante qui permet de partir de leur passion et de permettre on pourrait dire, de les régénérer, en tout cas de leur redonner confiance en eux. Voilà, je ne veux pas être trop longue. Voilà, en résumé. Super, super. Charlotte, C'est difficile de passer après Louise, hein, parce qu'en termes d'engagement, c'est quand même pas mal. En fait, moi, j'ai un parcours qui a commencé de manière assez classique, avec 20 ans en entreprise, avec une vraie expérience dans ce qu'on appelle le e-marketing, et où je me suis jamais vraiment sentie à ma place. C'est pour ça que c'est intéressant aussi ma participation à ce webinaire sur la QVCT, puisqu'en effet, j'ai ressenti le décalage entre le moi au travail et le moi personnel. Et puis la quarantaine est arrivant, j'ai pris le sujet en face et j'ai fait ce qu'on appelle ma transition. Et donc, voilà, je suis passée dans le milieu associatif, d'abord dans une asso qui s'appelle Croisons le fer, qui fait de l'essaimage de projets à impact au niveau régional. Et puis aujourd'hui, je suis une collaboratrice épanouie de la société Énergique, où en effet, je suis chef de projet et j'accompagne les entreprises dans leur transition. On s'attache en fait à la sensibilisation des collaborateurs, on les aide à comprendre les enjeux de la transition environnementale et à passer à l'action de manière bienveillante et ludique. Et c'est important justement de garder ce côté joyeux dans la transition. Voilà, et je suis également fresqueuse, donc animatrice de la fresque du climat et engagée dans des activités bénévoles que je ne développerai pas pour pas prendre le pas sur le webinaire. Voilà. merci, merci à toutes les deux. Bah, plongeons sans plus tarder dans notre échange avec une première question. Alors, est-ce que la RSE influe sur la QVCT et vice-versa? Et si oui, comment? Charlotte. Alors oui, c'est une question importante parce que j'ai eu des fonctions RSE dans une grande entreprise. Et la RSE, c'est souvent pour des entreprises la nécessité de répondre à des obligations réglementaires. Ça a été longtemps la DPEF, donc la déclaration de performance extra-financière. C'est aujourd'hui ce qu'on appelle la CSRD. Donc en fait, des obligations réelles et nécessaires pour l'entreprise pour piloter des consommations d'énergie, pour piloter aujourd'hui des indicateurs sociaux et sociétaux. Mais ce sont souvent des indicateurs assez froids et qui ne parlent pas au quotidien des collaborateurs. Et je pense que longtemps, malheureusement, la RSE dans cette dimension réglementaire n'a pas pu échanger, dialoguer avec la QVCT. Et j'observe que c'est depuis peu justement
qu'on refait un lien entre la QVCT et la RSE. Et moi, j'y vois deux enjeux, mais qui ont été balayés ce matin dans toutes les interventions, puisqu'en effet, il y a des vrais enjeux aujourd'hui pour l'entreprise à aller renouer et intégrer les collaborateurs les intégrer dans la RSE, parce qu'il y a des vrais enjeux d'une part d'éco-anxiété. En fait, on a des collaborateurs qui, comme moi, sont conscients des enjeux socio-environnementaux et qui ne se retrouvent pas dans le travail, dans ces éléments-là. Donc une nécessité de lier une ambition RSE avec le bien-être au travail. Et puis aussi, ça a été aussi évoqué ce matin, des enjeux pour l'entreprise, puisqu'aujourd'hui, il y a des vrais enjeux en termes de motivation des salariés, de recrutement, de fidélisation des collaborateurs, quand justement la RSE n'est pas travaillée au cœur de l'entreprise. Qu'est-ce que tu entends par l'éco-anxiété? Est-ce que tu peux développer? Ah, l'éco-anxiété, je peux en parler parce que je le ressens personnellement. C'est cette conscience, en effet, qu'on est dans des enjeux intenses, énormes, qui vont remettre en question notre rapport au monde dans les décennies à venir. On va dire, l'éco-anxiété, c'est souvent une forme de tétanisation devant l'ensemble des enjeux. En fait, quand on parle de la crise de l'eau, des possibles crises alimentaires, potentiellement, j'emploie des grands mots, mais nécessaire aussi des crises sécuritaires qui vont arriver. L'éco-anxiété, c'est un décalage entre un quotidien personnel et professionnel et la compréhension et une lucidité face à ces enjeux. Et en fait, voilà. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui, en étant au travail, se retrouvent en décalage total entre cette conscience et leurs actions quotidiennes. Merci. Louise, d'après toi, quels sont est-ce que la Ouais. RSE influence, bon, non. Ouais. Alors, la RSE, voilà, je reprendrai ce que Charlotte vient de dire hein, par rapport au sens que ça peut avoir pour les collaborateurs et dans le cadre du recrutement. Voilà, bon, moi, je suis assez critique hein, sur la RSE. Ça fait 30 ou 40 ans que ça existe. Ça n'a pas fait beaucoup bouger les entreprises. Donc, c'est pour ça que nous, on s'est engagé dans un modèle beaucoup plus engageant, justement, qu'est la perma-entreprise. Et ce que je constate, c'est que la perma-entreprise, en fait, ça permet aux collaborateurs de vraiment trouver du sens au travail. Et le sens, c'est pas que la qualité de vie, c'est aussi ce que peut faire l'entreprise dans tout un tas de choses. Par exemple, le mécénat ou autre. Et dans le recrutement, moi, ce que je constate, hein, c'est que de plus en plus de candidats, voilà, nous, on a eu évidemment un peu de turnover comme beaucoup d'entreprises et on recrute aussi pas mal de jeunes hein, parce que voilà, il faut savoir s'entourer de toutes les catégories d'âge et de rester connecté à cette population de jeunes. Et depuis qu'on a mis en place la perma-entreprise, moi, j'ai fait ce que j'appelle des perma-recrutements, c'est-à-dire des personnes qui m'ont dit, voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, le recrutement, en fait, il y a une pénurie, donc c'est quasiment le candidat qui choisit l'entreprise et plus le contraire. Hein. En tout cas, dans beaucoup, beaucoup de secteurs et dans toutes les entreprises que je connais autour de moi. Et ce que je constate, c'est que quand l'entreprise démontre qu'elle a de réels engagements, qui sont explicables, qui sont quantifiables, ça a un énorme impact, notamment au niveau du recrutement. Et moi, j'ai eu sur les 6 derniers recrutements que j'ai faits, 3 personnes qui m'ont dit, moi, je choisis votre entreprise parce que je vois que vous, ce que vous faites, c'est vraiment pas du greenwashing, il y a vraiment quelque chose de profondément ancré dans l'entreprise. Donc voilà, alors c'est quelque chose qui est au-delà hein, de la RSE, mais je crois qu'aujourd'hui, les jeunes et aussi les moins jeunes, ils cherchent vraiment à savoir ce que l'entreprise fait et non pas ce qu'elle dit. Hein, et non pas les beaux rapports annuels RSE, où quelquefois quand on connaît l'entreprise et qu'on lit les rapports RSE, voilà, on en a parlé avec Corinne hein, en amont, des fois on se dit c'est pas possible, il y a comme un décalage. Voilà, avec la perma-entreprise, il n'y a pas ce décalage et ça a un impact vraiment très important au niveau des collaborateurs. Parce que face à l'éco-anxiété, justement, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait
Voilà, et d'être dans une entreprise qui dit: «Ah ouais, donc là, bah, on va participer à ça, on va contribuer à ça, il y a ça qui a été fait pour tel montant, il y a tant d'argent qui a été mis à l'extérieur, de la société», bah, ça permet peut-être pas de réduire l'éco-anxiété, mais de dire: «Bah, on peut faire des choses et l'entreprise peut faire des choses». Et moi, je suis convaincue d'une chose, c'est que, quand on a la chance d'être une entreprise ou par moment une malchance, et qu'on dirige une entreprise, on peut changer très vite les choses. On a cette possibilité-là, hein. On n'est pas un service public où quelquefois il faut des mois, des années, etc. On a cette capacité de changer les choses. Et moi, je dis souvent autour de moi, ben voilà, toi, tu es dirigeante, tu es dirigeant, tu as envie de t'engager, ben vas-y, mais commence, là, tout de suite. On a cette capacité. Et donc, on peut contribuer à faire changer le monde parce qu'on a cette capacité de décider et de participer chacun à notre niveau à faire évoluer ce qui doit être évolué. Depuis quand vous êtes entreprise à mission? Bah, enfin, ça c'est une question d'après. Depuis quand vous êtes perma-entreprise? Eh ben, nous, j'ai eu la chance de faire partie d'un groupe de travail avant un petit truc qui s'est passé en mars 2020 qui s'appelait le Covid, et c'était en septembre 2019 où voilà, autour de la perma-entreprise et de Sylvain Brezard qui, qui a lancé ce concept, hein, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La perma-entreprise. Il a réuni quelques personnes en disant tiens, moi j'ai une idée. Qu'est-ce que vous pensez de ce modèle, etc. Moi, je dis, ah bah tiens, moi, les nouvelles idées, allons-y. Hein. Au CJD, on faisait que ça, rêver au monde de demain. Et donc, on a commencé à réfléchir en 2019. Et quand le Covid est arrivé, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période de confinement, tout le monde disait, ah là là, mais il faut vraiment qu'on réfléchisse au monde de demain. Hein, il y avait beaucoup ça. Aujourd'hui, on a un petit peu oublié, mais on était vraiment là-dedans. Et quand moi, je suis arrivée en disant, bah, moi, le monde de demain, je suis en train de contribuer à un groupe sur un modèle de perma-entreprise, voilà, les collaborateurs m'ont dit, ah bon, mais d'où ça sort, mais depuis quand on travaille là-dessus, voilà, donc on est arrivé à ce moment-là, donc on a commencé à s'engager vraiment début 2020. Donc nous, c'est notre Ah. 4e année de perma-entreprise. Et du coup, voilà, la question, pourquoi j'ai ma langue à fourcher sur l'entreprise à mission, parce que on a quelqu'un qui demande justement euh, ton avis, en fait, quel est ton avis par rapport au statut d'entreprise à mission? Et qu'est-ce que tu peux nous dire entre la perma-entreprise et l'entreprise à mission? Est-ce que Alors, tu as pour moi, c'est ouais. un avis, quoi? Ah oui, oui, j'ai un avis. L'entreprise à Super. mission, parce que moi, il se trouve que, après, j'expliquerai peut-être quand même ce que c'est que la Oui. perma-entreprise, mais il se trouve on a créé un comité perma-entreprise dans lequel il y a la moitié de managers et la moitié de collaborateurs. Et quand on vote, c'est 50-50. Donc, on a fait ça. Et quand on s'est lancé dans la perma-entreprise, les collaborateurs disaient, bon, ce qui est embêtant, c'est que c'est un truc vraiment très engageant, il y a des indicateurs, voilà, il y a vraiment des objectifs à atteindre. Mais c'est pas tellement reconnu, hein. C'est pas Bicorp, c'est pas entreprise à mission, c'est pas Ecovadis. Voilà, on pourrait parler de ce qu'on pense d'Ecovadis. Et donc, il disait, ce serait quand même bien qu'on ait un label quelque part. Alors, je dis, bah, oui, je vais me renseigner plus avant, société à mission, etc. Et plus on a avancé dans le temps, et plus les collaborateurs ont dit, non, mais laisse tomber, entreprise à mission, je ne vois pas l'intérêt, nous, on est déjà au-delà de ça. Et donc, nous, le constat qu'on fait, c'est que l'entreprise à mission, ben, c'est bien, hein, il y a une mission, on écrit cette mission dans les statuts, on enregistre ces statuts, après, il y a un audit qui arrive, mais en quoi ça vient vraiment changer le modèle d'entreprise? En quoi ça vient changer les produits et les services qu'elle fait? Donc pour moi, voilà, c'est un affichage, c'est déjà un bon début, mais moi je vois beaucoup d'entreprises qui, entre guillemets, se gargarisent de leur raison d'être, que souvent d'ailleurs ils ont confié à un cabinet de conseil extérieur, et qui se disent, ben, ça y est, on est société à mission. Et alors, qu'est-ce que tu fais pour la planète? Qu'est-ce que tu fais pour la qualité de vie? Qu'est-ce que tu... Ben voilà, alors il y a des rapports, il y a des tas de choses. Donc voilà, moi, mon avis, la société à mission, c'est que pourquoi pas, hein, ça a été quand même une bonne idée, la loi Pacte, etc. Mais pour moi, la perma-entreprise, ça va bien au-delà de ça. Et les collaborateurs m'ont dit, bon, on laisse tomber l'entreprise à mission, on n'y va pas parce que finalement, nous, on ne voit pas l'utilité, sauf le côté affichage client. Voilà.
C'est mon avis, hein, je suis un peu cash, hein, Oui, peut-être. mais c'est Mais fait pour. Ce matin, j'ai promis que ce serait pas langue de bois, donc voilà, voilà. Le problème, c'est que c'est comme la raison d'être. La raison d'être, c'est la première étape de la perma-entreprise. Mais si on s'arrête là, bah, c'est super. On a des beaux mots à dire, à raconter. Mais qu'est-ce que ça change vraiment? Voilà, moi j'aime bien. Quand on s'engage dans quelque chose, ben voilà, il y a un plan d'action, il y a des objectifs et on met vraiment en place un changement. mais c'est en ça que tu dis que la perma-entreprise est engageante parce qu'elle parle aux collaborateurs, parce que derrière, c'est concret. Voilà, c'est concret. Exactement. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup de collaborateurs nous disent. Et c'est même d'ailleurs ce que je discute souvent avec des responsables RSE qui disent oui, c'est vrai que pour les collaborateurs, souvent, il y a ceux qui se rapprochent. Par exemple, s'il y a une fondation ou quelqu'un qui est responsable RSE qui s'en rapproche, mais pour beaucoup, la RSE, c'est voilà, c'est quelque chose qui est un peu. Ils en voient pas vraiment ils en voient pas vraiment la concrétisation. Alors que dans la perma-entreprise, ben, c'est chaque collaborateur qui est engagé. Mm, Donc, c'est complètement différent. mm. Alors, Patricia, la question que vous posez sur le label Société à mission versus, par exemple, celui d'Ecovadis, je ne sais pas, Louise, si tu peux y répondre, ou Charlotte, si tu peux y répondre. Mais voilà, la question, c'est est-ce que le label Société à mission est plus valable ou plus parlant, j'imagine, que le label EcoVadis. EcoVadis, ça reste un questionnaire que qui vous est attribué suivant votre secteur d'activité, votre taille d'entreprise, etc., etc. En effet, toutes les entreprises peuvent répondre à ce questionnaire si avec les fils là enfin, le forfait n'est pas énorme. Oh, le beau chat. J'ai vu un beau chat passer. Et donc, vous payez donc un droit d'accès au questionnaire. Et donc, après, il faut remplir ce questionnaire. Au-delà de remplir le questionnaire, vous devez amener les preuves de tout ce que vous euh, apportez en réponse dans le questionnaire EcoVadis. Et puis, il y a des auditeurs, en fait, qui vont venir lire et dire si vos preuves sont valables ou pas. Donc, ça va vous faire un nombre de points. Et puis après, vous aurez un statut. Donc, ça, c'est une chose. Mais c'est vrai que ce sont les prémices. Au moins, ça vous met les pieds ou les mains dans un système vertueux, si tant est que ce soit fait de manière sincère. En début d'année, nous avons eu un prospect là avec Morgane, une société de conseil qui nous a consulté justement pour répondre à un questionnaire EcoVadis, parce que sinon ils perdaient, ils avaient 3 semaines pour répondre au questionnaire EcoVadis, sinon ils perdaient un énorme client. Évidemment, ils ne voulaient pas le perdre. Et donc, moi, je leur ai dit, ben, sur votre site internet, vous dites exactement ce que dit Louise. Il y a une raison d'être. Ils n'étaient pas entreprise à mission, mais il y avait une raison d'être, il y avait entreprise engagée, des engagements, des trucs. Si vous avez déjà tout ça, c'est parfait. Bon, le questionnaire peut être complété en 3 semaines. Et là, le gars me répond, ah mais non, 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 ça c'est de la com, hein, c'est sur le site internet, nous on n'a rien. J'ai comment ça, vous n'avez rien, vous avez quand même des petits trucs, quoi. Ah non, non, mais nous on s'en fout en fait. Nous, il faut pas qu'on perde le. Et donc là, j'ai dit, ok, on n'y va pas. On n'y va pas. Donc EcoVadis, c'est bien, c'est un premier pas. Encore faut-il être sincère. C'est du déclaratif, vous amenez des preuves, les preuves peuvent être fausses. Tous les entreprises à mission, bah, c'est ce que vous disiez, Louise, exactement. Vous pouvez vous arrêter très rapidement, finalement, dans votre mise en œuvre d'action ou faire le minimum. Vous êtes tenu à être audité par un commissaire aux comptes au bout d'un certain nombre de mois et d'années. Pardon, un commissaire aux comptes ou un organisme tiers indépendant qui va venir faire une validation de vos comptes extra-financiers. C'est contraignant. C'est plus contraignant, en tout cas, que répondre au questionnaire EcoVadis. Mais même chose, encore faut-il, là je pense à une société avec laquelle on devrait travailler aussi avec Morgane. Ils sont entreprises à mission et en fait, ils serrent les fesses
pour pas dire autrement, parce qu'ils doivent, ça fait depuis plusieurs mois qu'ils doivent passer leur audit via un ETI pour certifier leur rapport extra-financier. Et en fait, ils veulent pas le passer, les rapports extra-financiers, parce qu'en fait, ils ont rien fait. Entre le moment où ils ont déclaré l'entreprise à mission, leur raison d'être et leur schmurz en communication, et le moment où ils doivent, c'est une obligation réglementaire, et ils risquent de perdre leur label entreprise à mission, et ben en fait, ils ont rien fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils serrent les fesses en disant ah, par quoi on commence? Donc le label est plus contraignant que Ecovadis. D'un autre côté, moi, mais c'est même chose, ça n'engage que moi, j'ai l'impression que la perma-entreprise, vu que c'est quelque chose de volontaire, ça va être plus, euh, hum, plus terrain, plus opérationnel, plus réel en fait. Louise, je sais pas si Oui, tu veux ben, répondre. je pense que tu as tout dit, hein. Ecovadis, ils ont quand même fait très fort parce qu'ils ont vraiment capté ce marché. Et Hum, peut-être d'ailleurs que nous, un jour, on remplira le questionnaire Ecovadis parce qu'on aura des clients qui nous le demanderont. Mais voilà, demande. en gros, c'est du déclaratif. Hein. Alors, bah, ceux qui ont une belle plume, ils vont avoir une super note par rapport à d'autres qui sont moins capables de raconter de belles histoires à partir des fois de pas grand-chose, pas toujours, hein, faut pas exagérer, il y a quand même beaucoup de Oui, monde qui se bouge, mais des fois c'est pas grand-chose. Donc voilà, mais Ecovadis, en gros, c'est du déclaratif. Et société à mission, ben, moi j'en connais un certain nombre hein, qui commencent effectivement, comme tu dis, à serrer les fesses en disant l'audit, là, il faudrait quand même qu'on se bouge sur deux, trois sujets. Ben voilà, on a tout dit. Nous, Perma Entreprise, des fois, alors on a des personnes, des entreprises qui sont Perma Entreprise qui disent oui, mais alors du coup, on n'a pas de label. Voilà, bah dans ce cas-là, s'il faut un label, il n'y a qu'à prendre Ecovadis, mais on sait que ça, voilà, c'est pas ça qui va faire bouger la boîte. Et puis à côté, ben, de mener un vrai projet qui est un vrai changement en profondeur, qui est la perma-entreprise. Mais nous, on n'a pas voulu rentrer dans ce côté normes, label, certification, etc. L'idée, c'est que une entreprise doit être vraiment convaincue qu'aujourd'hui, il faut bouger. Voilà, je pourrais peut-être dire tout à l'heure aussi ce que c'est que la perma, mais voilà, doit être oui, vraiment oui. convaincue. Et à partir de là, vraiment s'engager dans un vrai changement. Et après, ben oui, on aura plein de choses à raconter, mais la première chose, c'est de faire. Et après, de dire. Et pas D'avoir envie de le faire, voilà, que c'est ça de vienne des tripes et pas d'une obligation, j'allais dire d'une obligation client. mm, Évidemment, il faut répondre au client. Évidemment, si le client il exige qu'on soit Ecovadis, il faut être Ecovadis. Mais il faut que la démarche soit sincère au départ. On en revient au fondement mm, de la RSE et donc de la perma-entreprise, à plus forte raison, ouais, dont Louise nous expliquera tout à l'heure vraiment le fondement, en fait. mm. Charlotte, comment toi tu te positionnes par rapport à ça finalement la RSE, c'est quoi pour toi en fait? La RSE aujourd'hui pour moi, je rejoins aussi tout ce qui a été dit, et notamment ce que disait Louise, à savoir la nécessité de changer le modèle de l'entreprise, pas simplement d'y ajouter une cerise en termes de communication ou d'action ponctuelle. Pour moi, la RSE, c'est la nécessité de changer de fond en comble le projet de l'entreprise et son inscription dans son écosystème. Et puis c'est aussi, ce qui est très important et ce qui rejoint en effet le sujet de la QVCT, c'est la nécessité d'engager les collaborateurs. Même si on a besoin de dirigeants éclairants comme Louise pour montrer la voie et pour prendre des décisions fortes, l'entreprise ne peut plus, je pense aujourd'hui, avancer sans l'engagement sincère, sans donner du sens aux collaborateurs qui font la force vive de l'entreprise. Et en effet, on rejoint ce côté voilà, d'aller se nourrir des volontés de chacun, d'aller comprendre comment chacun peut contribuer et surtout s'assurer que tout le monde est en phase avec le projet et la vision de l'entreprise. Mm. Absolument. On a Isabelle qui est intervenue dans le chat, qui nous reparlait d'Ecovadis et qui disait que c'était très challengeant pour les RH d'apporter notamment toutes les preuves et démontrer ce que l'on avance. Et en effet, moi j'ai travaillé pendant des années, j'ai répondu au questionnaire Ecovadis
jusqu'à ce que la dernière société dans laquelle j'étais soit rachetée par un groupe international qui ne faisait rien, eux, mais qui devait répondre au questionnaire EcoVadis imposé par les fonds d'investissement américains. Mm. Et donc, moi, tant que j'ai été dans cette entreprise, tout était fait de manière sincère pour apporter les preuves, parce que je connaissais le questionnaire, j'avais mis en place depuis très longtemps des actions, donc tout ça suivait. Mais il n'y avait que la France qui était dans les clous et pas les autres filiales. Et quand je suis partie, vu que les autres filiales et la direction disaient, bon, non, on s'en fout, c'est pénible, on va pas mettre des actions, perdre du temps pour rien. Donc, ils Ouais. se sont vraiment retrouvés dans la crotte et ils ont dû prendre des consultants dans chaque pays pour pouvoir répondre au questionnaire EcoVadis. Donc, ça leur a coûté une blinde. Donc, c'est bien, mais attention aux conséquences aussi. Mais quand vous êtes obligé par les clients, il faut y aller. Alors, concrètement, comment cela se vit sur le terrain, dans le terreau complexe et très riche de l'entreprise? Comment cela se traduit opérationnellement? QVCT, RSE, Mhm. ce couple finalement. Louise, tu veux démarrer? Oui, donc est-ce que c'est le bon moment quand même pour dire quelques mots sur ce qu'est la perma-entreprise Ah ou oui, quand tu veux, hein? quand tu veux. Parce que voilà, on en parle depuis tout à l'heure, il y en a peut-être qui sont en train de chercher, mais c'est quoi ce machin-là? Heu, Quelle est donc cette bête? voilà, la perma-entreprise, c'est un concept qui a été inventé sur la base de la permaculture. Pour ceux qui connaissent la permaculture et notamment deux chercheurs australiens dans les années 70 faisaient les années 70, c'était incroyable. C'est là que sont nées quasiment toutes les grandes ONG, hein. Action contre la faim, Médecins du Monde, Médecins sans frontières. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les années 70, mais on ferait bien d'aller regarder comment ils ont fait pour se bouger. Et donc, ces gens-là, ils se sont dit, on ne peut plus continuer à faire l'agriculture comme on fait. Il faut qu'on invente une nouvelle philosophie de vie autour de l'agriculture. Et donc, ils ont inventé la permaculture. Pour ceux qui sont intéressés, c'est un bouquin de 700 pages qui est vraiment une philosophie de vie sur la permaculture. Et donc, la permaculture, Tu ne c'est vends pas très bien, hein, Louise, hein, non, un mais moi, bouquin de je ne 700. l'ai même pas lu en entier, hein. Ça, c'est la permaculture. Mais non, mais pour dire, ça n'a rien à voir avec le bio ou Déméter ou voilà, c'est vraiment une philosophie de vie. Et donc, la permaculture, il y a 3 principes éthiques qui sont prendre soin de l'homme, prendre soin de la terre, savoir se limiter et redistribuer les surplus. C'est-à-dire qu'en permaculture, c'est pas un problème de produire beaucoup, du moment que ça a une bonne incidence sur l'humain et sur la terre, c'est pas un problème. Et ces richesses qu'on peut générer sans rien polluer, on a le droit de produire plus et de redistribuer ces surplus. Dans l'entreprise, prendre soin de l'homme, ça a donné prendre soin de l'humain. Prendre soin de la terre, ça a donné prendre soin de la planète. Et le troisième principe éthique qui est savoir se limiter et redistribuer équitablement les richesses. Voilà, donc ça, ce sont les 3 principes éthiques de la perma-entreprise. Et vous voyez, pour moi, par rapport à la RSE ou par rapport à la qualité de vie au travail, chose très importante, pour moi, ça va au-delà. Parce qu'on n'est pas que sur la qualité de vie au travail, à la limite, on est sur notre qualité de vie demain. Quels soins on va prendre de l'humain, quels soins on va prendre de la planète, comment tous savoir se limiter et surtout comment on peut redistribuer les richesses quand on sait que les inégalités s'accroissent encore et encore dans le monde et que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres, même s'il y a moins de gens qui meurent de faim aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Il faut aussi voir le côté positif. Et donc, dans la perma-entreprise, dans le modèle, vous verrez si vous achetez le bouquin, il y a un vrai modèle dedans qui est donné, quoi. Hein. C'est par quoi ça commence, etc. Donc, il y a notamment 24 indicateurs. Je ne vais pas tous vous les lister. Mais voilà, il y a des indicateurs un peu qui fâchent dans l'entreprise. Hein. Par exemple, il y a un indicateur qui est de dire on va redistribuer une partie des richesses et des bénéfices aux collaborateurs. Voilà, dans beaucoup d'entreprises de moins de 50 salariés où la participation n'est pas obligatoire, il y a des dirigeants qui disent non, mais on va quand même pas mettre en place l'intéressement, etc. Voilà, donc c'est redistribuer ça en interne. Il y a un pourcentage aussi qui doit être redistribué à la société civile
sous forme de mécénat, et pas que du mécénat de compétences, du mécénat financier. Il y a aussi une partie, il y a aussi tout ce qui concerne l'empreinte carbone, comment la diminuer, une fois qu'on l'a diminuée, comment compenser. Hein, donc ça veut dire participer à des projets de régénération, par exemple. Il y a aussi un indicateur sur l'employabilité des personnes. Hein. Et je trouve que ça fait aussi partie de la qualité de vie dans une entreprise. Le collaborateur, lui, il se dit, ma qualité de vie, c'est pas juste ici et maintenant, c'est ma qualité de vie. Et si l'entreprise dans laquelle je suis me forme et me donne les moyens de me former, mais aussi, euh, par exemple, d'accéder à une journée comme aujourd'hui, hein, où on se forme, on apprend des choses. C'est l'auto-formation, c'est participer à des groupes, c'est faire du troc de compétences. Et ben, ça accroît mon employabilité et ça diminue drastiquement mon risque d'être au chômage demain. Voilà, donc la perma-entreprise, c'est vraiment, il y a un référentiel avec des indicateurs obligatoires. Hein. Donc, si on a simplement fait sa raison d'être, eh ben, on ne sera jamais une perma-entreprise. Mais après, c'est aussi un chemin. Nous, il y a des indicateurs sur lesquels on n'est pas bon. Voilà, c'est un chemin. Il y a des choses où on se disait il y a 2-3 ans, oh là là, on n'en est pas là. Et bien là, ça y est, on a pris ce sujet et on a travaillé dessus. Donc vraiment, je vous engage à regarder ce que c'est. Et ça oblige l'entreprise en fait à définir ses enjeux et à les traduire en plan d'action. Donc après, quand il faut remplir un questionnaire Covadis, on a tout. On a tout parce qu'on a réellement fait des choses et on peut vraiment raconter ce qu'on a fait. Et nous, on a décliné autour de ça des groupes de travail. On a un groupe de travail, par exemple, empreinte carbone, régénération, compétences durables, gouvernance participative. Donc, on a des groupes de travail. Nous, on est une PME de 30 collaborateurs. Hein. Les 30 collaborateurs sont tous engagés dans un groupe de travail, alors que j'avais dit, voilà, c'est sur la base du volontariat, hein, vous n'êtes pas obligés, c'est peut-être pas maintenant. Voilà, ils sont tous engagés. Et donc, ils sont complètement partie prenante de cette perma-entreprise. Parce qu'ils sont dans des groupes et c'est eux qui décident. Le mécénat, c'est eux qui décident. Qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, il y a un tremblement de terre au Maroc. Qu'est-ce qu'on fait? On propose, on y va. Ben oui, ça a du sens. On travaille avec le Maroc, donc oui. Voilà. Et à partir du moment où les collaborateurs sont partie prenante, je trouve que, en tout cas, eux, ce qu'ils disent, c'est que ça participe à le sens qu'ils peuvent trouver au travail et même que ça les régénère. Parce qu'on ne parle pas que boulot. Voilà, c'est pas que boulot, boulot, boulot. C'est aussi de temps en temps prendre du recul et se dire, bon, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour réduire notre empreinte carbone. Voilà. Voilà en quelques mots. Il y aura peut-être des questions. Hein, je ne veux pas être trop longue et laisser Oui, Charles. mais c'est très intéressant. Ça nous permet de bien brosser le décor et tu nous reparleras tout à l'heure de la régénération pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Et du coup, Charlotte, sur les bonnes pratiques, en fait, terrain, qu'est-ce que toi, tu peux partager, en fait, comment ça se traduit opérationnellement? Chez nous, Énergique, alors on est une petite structure aussi, on est 15, mais on est animé sans l'appeler perma-entreprise, mais je pense qu'on est animé par la même volonté de Louise, en fait, que d'avoir cette harmonie entre les objectifs de l'entreprise et également une contribution positive à l'humain et à l'environnement. Très concrètement, nous, en fait, d'un point de vue humain, on a un baromètre régulier qui est anonyme. Donc même au sein d'une petite structure, on peut avoir ce baromètre pour savoir vraiment comment on se sent au quotidien par rapport à une décision qui a été prise, par rapport à l'organisation. Donc ça, c'est un engagement qu'on a de manière régulière. On a également cette volonté d'avoir une organisation basée sur l'autonomie et notamment on a un nouveau chef des opérations, notre grand capitaine qui est féru de la méthode Opale, que je ne connaissais pas avant qu'il nous en parle, mais qui est, alors je vous laisserai creuser peut-être parce que ça pourrait prendre du temps, mais c'est une méthode qui a été proposée par Frédéric Laloux et qui est justement basée sur un équilibre entre vie pro, vie perso et notamment une volonté de laisser de l'autonomie aux collaborateurs pour gérer son engagement et ses objectifs au travail.
De manière très concrète aussi, on a la transparence des salaires. En fait, on a volonté de partager cet élément-là pour que ce ne soit pas un tabou et donc on est vraiment dans une vision partagée et collective de notre participation au travail. Comme pour Archimag, eh ben on a des groupes de travail qui sont dédiés on va dire, à l'évolution de l'entreprise, puisqu'en fait, on travaille aussi sur notre vision future et donc chacun vient collaborer sur une ou plusieurs parties de cette évolution de l'entreprise. Donc, on est partie prenante vraiment des décisions et du chemin à suivre. Et puis, donc ça, c'est pour nous. Ah oui, je précise aussi un élément important, puisqu'on parlait du partage du profit et donc du fait qu'on est une entreprise. Et donc, en fait, on a une volonté de gagner de l'argent. Par contre, pour nous, énergiques, vraiment, et ça c'est partagé par tous, l'argent et le profit n'est pas une finalité en soi. On n'est pas là pour gagner le plus possible et ce qu'on appelle exploser les objectifs. L'impact reste l'objectif premier. Et donc, en fait, l'argent qu'on gagne est là pour servir cet objectif-là. Et si vraiment on vient par chance dépasser notre objectif, eh bien en effet, on a une redistribution du profit réalisé vers les collaborateurs. Donc on n'est pas dans de l'actionnariat classique, on est vraiment encore une fois pour un équilibre entre la vision de l'entreprise et le profit dégagé. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, Charlotte, est-ce que tu peux garder le micro, on va dire? Euh, chez Energique, vous avez donc pléthore de clients, d'utilisateurs de la plateforme, donc notamment au travers des challenges. Moi, j'ai utilisé cette plateforme et les challenges dans plusieurs vies, on va dire, et à chaque fois, j'en ai retiré vraiment un apprentissage au-delà du côté ludique, challenge, sympa, collectif, on fait des trucs ensemble avec des gens qu'on connaît pas. Enfin, au-delà de tout ce côté très communautaire et très positif, j'ai toujours retenu et mis en œuvre des bonnes pratiques suite aux différents challenges que j'ai pu faire. Et est-ce que tu peux partager avec nous des idées pour améliorer la QVCT au quotidien dans nos entreprises, en t'inspirant en fait, en nous dévoilant des choses soit chez vous, mais tu nous as déjà dévoilé pas mal de choses, mais chez tous ces utilisateurs finalement de la plateforme énergique, qu'est-ce que tu peux nous dire en fait, qu'est-ce qui se passe chez les autres? Ah, qu'est-ce qui se passe chez les autres? En fait, c'est un peu, je rebondis aussi sur ce que disait Louise. En fait, les entreprises, elles sont toutes en chemin. Et j'ai l'impression, en écoutant de plus en plus Louise, qu'en fait, on a une sorte d'étoile, on va dire, un modèle d'entreprise qu'on peut appeler perma-entreprise, mais auquel on pourrait donner un autre nom. Mais c'est vraiment ce côté entreprise partagée qui veille à l'épanouissement de chacun et à la contribution positive. Ça, c'est l'étoile. Et puis, en fait, on a toute une panoplie d'entreprises qui cherchent à y aller et qui sont à des moments différents de leur parcours, qui ont des contraintes un peu différentes. Et en fait, nous, on cherche à s'adapter à toutes ces volontés-là et donc à les prendre à un moment donné de leur chemin. Et en fait, l'idée, c'est encore une fois d'aller créer les instants de dialogue, d'aller recueillir, d'aller donner de l'information, d'aller considérer les collaborateurs et en fait leur donner, les faire rentrer, on va dire, dans les grandes décisions de l'entreprise en leur expliquant, en donnant du sens et en valorisant ce qui est fait, ce qui a déjà été fait, ce qui peut être décidé et ce qui est en cours. Donc vraiment les impliquer dedans, recueillir leurs idées, faire en sorte qu'eux-mêmes aient envie spontanément, sans que ce soit une obligation, mais vraiment qu'eux-mêmes choisissent d'adhérer à un groupe de travail. Donc c'est l'intérêt aussi du challenge que d'aller créer cette dynamique atelier de travail. Et je dirais en dépassant ce côté tuyau concret, mais plutôt sur le côté philosophie, je pense il faut dépasser en fait les opérations ponctuelles
qui parfois font plouf. On a tous connu, en tout cas moi je l'ai beaucoup connu en entreprise, les grands moments où on fait des ateliers post-it et puis derrière il se passe plus grand-chose. Je pense qu'il faut raisonner vraiment sur un temps long et s'assurer que quand on impulse quelque chose, la promesse soit tenue et qu'il y ait vraiment cette sensation de s'engager sur une transformation profonde et définitive de l'entreprise. Donc c'est ce côté avoir une vision claire, partagée et impliquer en effet chacun à son échelle pour se sentir acteur. J'espère que j'ai répondu à ta question, Corinne. Absolument. Louise, c'est quoi la régénération active? Alors, la régénération, alors active, je ne sais pas, mais c'est vrai que nous, quand on a travaillé sur notre raison d'être, donc nous, on a utilisé la méthode Ikigai. Je ne sais pas si Oui. vous connaissez cette méthode japonaise qui s'applique à l'individu. Et dans le modèle de PERMA, on l'applique à l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a commencé par dire, bon, on est qui, qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on aime faire, et quelle utilité on va apporter au monde. Donc, l'idée, c'est de se dire, ben, tiens, en tant que nous, notre petite entreprise là, de 30 collaborateurs, qu'est-ce qu'on espère apporter au monde? Et nous, on a pensé apporter au monde voilà, une meilleure organisation de la mémoire et du savoir. Donc, c'était super intéressant. Et puis après, ben, il faut atterrir. Notre 5e grand enjeu, donc, que je n'ai pas cité tout à l'heure, parce qu'on n'a pas pu tout commencer en même temps, hein, voilà, on a quand même, dans Perma Entreprise, il y a entreprise, ça a été la régénération. Et donc, comme un de nos enjeux aussi, c'est la gouvernance participative, moi, j'avais dit, ben voilà, dans la régénération, je suis un peu restée sur ma faim dans le bouquin, on va travailler dessus. Et donc, on a créé un groupe de travail et moi, je suis arrivée en disant, allez-y. Moi, j'ai rien préparé, c'est pas moi qui pilote ce groupe, ça m'intéresse d'être là, mais je vous écoute, je les avais prévenus avant, hein. Et donc, tout est parti d'eux. Et donc, ils ont commencé par dire, ben voilà, la régénération, oui, ça faisait longtemps qu'on attendait de pouvoir démarrer ce groupe. Et donc, ça a commencé en disant, ben, avant de parler sur ce qui nous régénère, nous, on voudrait parler de ce qui nous dégénère. Ah bon? Ah ben, d'accord, ok, on va y aller. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les collaborateurs prennent un sujet. C'est-à-dire que moi, j'y aurais même pas pensé. Je serais partie sur la régénération des énergies des collaborateurs. Qu'est-ce qui nous dégénère? Et donc là, ben, on a vu émerger un certain nombre de choses qui sont de dire, ben, dans ce qui nous dégénère, alors un peu de manière globale, hein, mais c'est le manque d'écoute et la mauvaise foi. Voilà, c'est vrai, ça fait vraiment partie des choses qui sont remontées. Il y a eu aussi dans ce qui nous dégénère en ce moment, la réunionnite, trop de réunions avec les clients, des réunions trop longues où il y a trop de monde. Donc, on a retravaillé, pourtant on a des méthodes là-dessus, mais voilà, comment plus compacter nos réunions et avoir vraiment objet, objectif, méthode. Donc, on a travaillé là-dessus. Ce qui est remonté dans ce qui dégénère aussi, c'est les conséquences du télétravail. Quand je suis en télétravail, je suis chez moi, ben, je bouge beaucoup moins parce que je ne vais pas me prendre un café, discuter avec les collègues. Voilà, donc on a fait un mode d'emploi de la posture au travail pour éviter évidemment les TMS, mais j'ai mal au dos, j'ai mal à la main. Voilà, donc on a travaillé là-dessus. On a travaillé aussi sur la notion de charge. C'était super intéressant parce qu'au début, c'est parti un peu sur la charge de travail. Et puis petit à petit, eux, ils sont arrivés en disant non, mais la charge de travail, c'est pas ça des fois. Des fois, c'est ça le problème. Mais en fait, c'est cette notion de charge. Et dans la notion de charge, il y a la charge de travail, mais il y a aussi la charge mentale, la charge émotionnelle. On peut avoir un problème personnel qui fait que du coup, ben, au boulot, tout semble être une charge. Et on a fait des ateliers autour de ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour chacun la charge? Être conscient qu'il y a des moments où, ben oui, mentalement, on est chargé, on est moins disponible. Et puis, il y a eu un élément aussi qui est le stress. Bon, je pense qu'en interne, chez nous, les gens ne sont pas trop stressés, mais le stress qui vient du client. Et on ne sait pas comment faire parce que c'est le client, on ne sait pas ce qu'on peut lui dire, parler, etc. Donc voilà, c'est vraiment ça, les 5 thèmes que eux ont fait émerger. Et donc à chaque fois, ben, on a fait des formations, des ateliers, etc. Et après, sur le côté plus positif de la régénération qu'on est vraiment en train de travailler en ce moment, c'est un peu autour de 3 blocs. C'est ce qui me régénère. Alors, la perma-entreprise, ils disent, hein, le fait qu'on soit dans ce projet, c'est en soi régénérant. Et ensuite, c'est tout ce qui permet d'apprendre,
Donc nous, on a un de nos enjeux qui est vraiment l'acquisition de compétences durables pour renforcer son employabilité. Tout ce qui permet d'apprendre, tout ce qui permet de découvrir et ce qui permet d'innover et aussi de partager. Voilà, beaucoup disent, nous, le télétravail, il y a quand même une bonne dose de télétravail chez nous. Ce qui nous régénère, c'est quand il y a des journées où c'est obligatoire, tout le monde vient ce jour-là et on se retrouve tous ensemble. Donc voilà comment eux ont pris cette problématique de dégénération, régénération. Et donc on essaye à chaque fois de mettre en place des choses. Vous voyez, par exemple, dans ce qui dégénère, régénère, il y en a qui ont dit, moi ce qui me régénère, c'est quand je peux travailler avec de la musique, j'adore. Et les autres qui disaient, ah non, mais moi ce que j'adore, c'est le silence. Et ben il y a des personnes chez nous qui ont changé de bureau en disant, attends, va avec ceux qui aiment travailler dans le silence, toi tu adores la musique, allez-y, et d'ailleurs il va y avoir un groupe, faites de la musique. Donc c'est intéressant aussi, c'est d'adapter et de ne pas se dire qu'il y a des choses qui régénèrent les collaborateurs, ça dépend des collaborateurs. Et c'est voilà tout ce travail qu'on a fait là, qui était pour moi extrêmement enrichissant, parce que je les ai laissés vraiment libres de s'exprimer. C'est génial. Charlotte, quand on a fait la préparation, alors je ne sais pas si ça a un lien direct ou pas avec la régénération des générations, mais tu m'as dit en fait que pour toi, c'était passé d'un mode de consommation où on va pomper dans l'existant à passer en fait à un mode de consommation où on va au contraire contribuer à alimenter un cercle vertueux. Ouais, c'est ça. En fait, c'est je pense que pendant longtemps, mais ça a été un, comment dirais-je, un travers de l'époque. C'est qu'en fait, l'entreprise a considéré qu'elle avait des ressources dans lesquelles elle pouvait puiser, que ce soit des fameuses ressources humaines ou alors les ressources naturelles, en y voyant un but unique qui était la production et le profit. Alors qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé en fait de la transformation du modèle de l'entreprise. Et en effet, même si on produit quelque chose, que ce soit bien un bien ou un service. L'idée, c'est, et je vais sans doute reparaphraser ce qu'a dit Louise, mais l'idée, c'est justement de ne pas considérer l'environnement comme une ressource dans laquelle pomper, puiser, mais au contraire quelque chose à préserver et à régénérer. Donc en fait, on vient élargir un peu la sphère de réflexion sur le fonctionnement de l'entreprise, mais de toute manière, on ne pourra pas continuer à fonctionner dans un modèle où on vient prendre et ne rien rendre. En fait, l'entreprise, elle est un maillon de la chaîne et on vient s'insérer dans ce grand cercle et de manière vertueuse. Et en effet, on vient apporter du bien-être. On l'entend beaucoup dans ce qui a été dit. En fait, en donnant des conditions de travail agréables, eh bien, on fournit de la satisfaction humaine aux gens avec qui on travaille. Et puis, on vient contribuer aussi à son environnement proche. On a parlé de nous, on fait un don à des associations une fois par an sur la base du nombre d'ougeurs qu'on a eu dans l'année. Voilà, en fait, c'est ce côté, on prend parfois, mais on rend surtout beaucoup à notre environnement. Et c'est le changement de paradigme fondamental pour moi à faire comprendre aux entreprises. Et demain, d'après vous, en fait, comment s'imbriqueront RSE, permis entreprise et QVCT qui est notre sujet? Comment ça va s'imbriquer? Allez, prenez votre boule de cristal, votre petit fichu. Moi, en fait, en réfléchissant au sujet à la base, je me suis dit que mon rêve à moi, et ça peut paraître naïf, mais je suis sûre qu'on va y arriver, c'est que justement, on arrive à un stade de l'entreprise où la notion de RSE et la notion de QVCT n'est plus lieu d'être, puisque de fait, on aura atteint un modèle d'entreprise qui, par définition, répond à cette volonté de bien-être des collaborateurs et de responsabilité sociale. En fait, si on arrive à vraiment, on y revient hein, à ce que bâtit Louise encore au quotidien avec la perma-entreprise, mais quand toutes les entreprises auront atteint ce niveau d'équilibre d'inclusion, et ben plus besoin d'aller habiller avec des labels, plus besoin d'aller avoir un département RSE ou une équipe UVCT.
tout ceci sera mêlé en fait au fonctionnement même de l'entreprise. C'est mon rêve. Ouais, moi je suis d'accord avec ça. Et puis je dirais aussi qu'il y a urgence, hein. Moi, il se trouve que je suis géographe, hein, de formation. Et donc, bah, mes études, ça remonte quand même à assez loin. Mais on parlait déjà à l'époque, hein, de pollution des sols, de pollution tout court, de régénération. Donc, c'est vrai que moi, je suis aussi imbibée de ça, hein, une préoccupation de la planète. Là, il y a vraiment urgence. Donc, je suis d'accord avec ce que dit Charlotte. La qualité de vie, la RSE, mais voilà, c'est urgent de passer à autre chose. Il faut vraiment se bouger sur ces questions-là et faire bouger les collaborateurs. Nous, on n'a pas fait la fresque du climat, mais par exemple, on a fait le calcul de l'empreinte carbone de notre entreprise. Tout le monde a trouvé ça super, c'était instructif. Et après, on a fait des ateliers de calcul de l'empreinte de carbone de chacun. Chacun a pu calculer son empreinte carbone, mais là, les gens, ils sont tombés de leur chaise. Comment c'est possible que moi, je pèse 10 tonnes de carbone? Donc, l'entreprise a aussi un rôle, comme à travers la fresque, enfin les fresques, hein, il y en a plusieurs aujourd'hui, mais c'est comment on fait monter les collaborateurs qui, du coup, en parlent autour d'eux, qui en parlent dans leur famille. Voilà, il y a aussi ce rôle d'influence et d'éducation. Et c'est vrai que moi, j'aime bien regarder aussi ce qui arrive de nouveau, hein. Donc, voilà, bon, bah, la perma, déjà, c'est pas forcément nouveau, mais il y a quelqu'un, alors j'ai noté son nom, qui s'appelle Franz Go, qui vient de sortir un bouquin et ça s'appelle Faut-il salarier la nature? Alors bon, là, on se dit, ouais, et là, ça va encore plus loin, mais c'est un peu l'idée que, voilà, nous, la nature, on en exploite les ressources et la plupart du temps, on lui redonne rien. Donc, c'est toute une réflexion. Je l'ai pas encore commencé, hein, le livre, hein, mais il est à la maison. Là, on se dit, bon, C'est 700 pages. chose. Mais c'est un peu l'idée de ben, l'entreprise, si elle gagne de l'argent, il y a ce qu'on appelle le bénéfice, les dividendes, et ben, il y a une partie de ces dividendes qui devrait revenir à la planète, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc voilà, donc je trouve que d'être aussi enfin, d'avoir cette ouverture au monde, pas forcément à travers la perma, mais d'avoir cette ouverture au monde, c'est vraiment de participer à ça. Et tout à l'heure, Charlotte disait, voilà, il y a beaucoup de personnes qui disent la RSE, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Et c'est bien, hein, c'est déjà une première avancée, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et pour moi, la perma-entreprise, alors j'ai pas d'action dans la perma-entreprise, hein, c'est pas moi qui ai écrit le bouquin, mais pour moi, la perma-entreprise, c'est le gâteau, quoi. On peut plus faire une cerise sur le gâteau, il faut s'occuper de tout le gâteau. Des collaborateurs, de la planète, etc. Donc voilà, donc j'ai pas encore lu ce livre, mais je me suis dit bon, ça nous emmène encore plus loin et ça nous démontre que faut qu'on se bouge toutes et tous. En tout cas, merci beaucoup. Donc nous, je pense qu'avec Morgane, on est encore plus convaincus de. Nous, on part du principe qu'il faut repenser le monde du travail dans sa globalité pour faire du business sainement, parce qu'on a besoin de faire du business dans une entreprise. Je pense que c'est la base aussi, mais il faut le faire sainement. Voilà. Et donc, il y a quelques questions. Déjà, Louise, est-ce que tu peux nous redonner le titre et l'auteur du livre? Tu sais, les 700 pages? Non, alors ça c'est l'auteur du livre sur la permaculture, hein, David Alors, Holmgren, qui est un attends, Australien, qui est, qui est un permaculture. bonhomme extrêmement Comment ça investi. s'écrit? Comment ça s'écrit son nom, David? Holmgren, Holmgrem. Holmgren. C'est un vieux monsieur, hein, maintenant. Et donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire une visio avec lui où il a découvert que à partir de son modèle de permaculture, il y avait un nouveau modèle de perma-entreprise. Il nous a même dit, mais je comprenais pas pourquoi, depuis quelques années, la France montait dans la fréquentation de mon site web. Voilà. Et le livre Perma-entreprise, lui, s'appelle La Perma-entreprise de Sylvain Brezard et c'est aux éditions Erol. Alors, Sylvain Bro. Sylvain Brezard, Avec un. voilà, la perma-entreprise dans laquelle il y a vraiment le modèle. Voilà, sur la permaculture, David Holmgren, vous pouvez, hein, moi je l'ai à la maison. Bon, il y a 700 pages, faut s'accrocher. Brezard, EU. Brezard, Attends, B-R-E-U-B-R. attends. J'ai pas tout compris. Dis-moi. C'est Sylvain, je le vois écrit en bas, Sylvain Ouais. Brezard, B-R-E-U-Z-A-R-D, et R-E. c'est aux éditions Erol.
Et là, au mois de Beaux Arts, d'accord. au mois de mars, C'est ça. c'est la deuxième édition du bouquin qui est sortie. D'accord, ok. Alors, il y a des questions quand même. Il y a des questions. Euh, est-ce que tu as pu chiffrer les gains et les coûts pour basculer donc d'un modèle classique au modèle de perma-entreprise? Est-ce qu'il y a eu des coûts d'ailleurs? Certainement en temps humain parce que tu as créé des groupes, etc., etc. Oui, mais alors c'est drôle parce qu'à chaque fois on me pose cette question-là. Oui, mais ça prend du temps, tout ça. Bah, je dis, moi, par exemple, j'ai voilà un collaborateur. Il fait partie d'un groupe de travail. Donc chaque groupe de travail, c'est 1 heure par mois. Je suis quand même assez fière de dire qu'il n'y a C'est pas non jamais, plus. il y a eu en 4 ans une fois un groupe qui a annulé. Hein, parce que vous voyez comment c'est, des fois, même nous, hein, on annule les réunions, on ne peut pas, on décale. Il n'y a jamais personne qui a décalé. Donc, effectivement, il y a ce temps. C'est-à-dire qu'un collaborateur, s'il fait partie d'un groupe de travail, il va passer 10 à 12 heures par an plus des travaux entre les groupes de travail. Des fois, il y a 2 collaborateurs qui disent, OK, ben nous, on va approfondir ça et on viendra vous raconter ce qu'on a trouvé la prochaine fois. Voilà. Donc, moi, j'estime à peu près pour chaque collaborateur à un équivalent de 3 jours sur l'année. Mais c'est un investissement. Quand le collaborateur, même des fois, ils sont sous l'eau, je me dis, oh, à tous les coups, lui, il va pas venir. Ben si, si, il dit, non, mais je suis tellement sous l'eau, là, c'est ma respiration. Donc, on peut parler de coût d'investissement, mais moi, je vois plutôt ça comme en soi une ressource. Après, nous, ça nous a permis aussi de faire des économies. Par exemple, on a arrêté, nous, on a un centre de formation ici à Paris, hein, on forme 1000 personnes par an. Bon, après, il y a eu le Covid et tout ça, mais on a arrêté d'acheter des bouteilles d'eau, d'acheter des madeleines en plastique. Donc ça a permis de faire des économies, les capsules de café, tout ça. Voilà, tout ça, c'est terminé. On a tous des gourdes biosourcées, faites par en carton par des personnes handicapées, etc. Là, tout ça, nous, on a fait globalement des économies. Et après, il y a, par exemple, ce qu'on fait en termes de compensation carbone. Là, effectivement, il y a un poste de coût. Mais je ne sais pas si vous avez déjà regardé ce que ça coûte, la compensation carbone, c'est pas cher, hein. Une tonne de carbone, en compensation, c'est à peu près 70 euros la tonne. Donc, pour plusieurs tonnes, voilà, nous, on contribue à un projet qui est la régénération des forêts bleues en Vendée et de remettre des arbres têtards au bord des rivières qui contribuent à nettoyer l'eau. Donc ça, ben, oui, c'est un poste de coût, c'est un poste, voilà, c'est de l'argent qu'on redonne pour la nature. Donc Oui, pour moi, sauf que enfin, vous voyez, ça fait partie du projet d'entreprise, quoi. Hein. C'est même une collaboratrice un jour dit, mais il faut arrêter de dire on est une entreprise avec le modèle perma. Non, on est une perma entreprise et donc c'est naturel de travailler là-dessus maintenant. C'est devenu naturel. j'imagine Et que voilà tu à peu près le temps que ça représente par collaborateur. dois largement t'y retrouver aussi dans l'engagement des collaborateurs, dans le sens qu'ils trouvent aussi à faire partie du groupe Serdar Chimag. Je pense que ton taux de turnover doit s'en ressentir aussi parce que je pense que les gens adhèrent vraiment au projet, donc n'ont pas envie de le quitter. Et du Absolument. coup, je pense que tu recrutes beaucoup plus que tu ne sors, enfin, que les gens démissionnent. Voilà, ça c'est un avantage, ça, oui, c'est un avantage compétitif et c'est une économie parce que ça coûte Eh cher le oui. turnover. C'est terriblement cher. Le post-recrutement coûte Alors, il y avait une autre question. Que pensez-vous du fait de renforcer l'employabilité de ses collaborateurs et de leur faire signer une clause de dédit formation? Car l'entreprise pense qu'elle va former pour la concurrence. Je pense que toutes les deux, soit vous avez attrapé des boutons avec l'histoire de la clause. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, alors, je sais que la clause de dédiformation, ça existe dans un certain nombre de pays et je sais plus si ça existe vraiment en France. Ça reste une problématique. Nous, il se trouve qu'on forme beaucoup. Hein, on s'était engagé à 5 jours de formation par an et par personne. C'est beaucoup. On forme à des questions techniques, mais aussi à tout ce qui est, voilà, qu'on appelle aujourd'hui soft skills. On a beaucoup formé aussi au feedback. Oui. Super important, hein, et pas que les managers, hein.
que les collaborateurs aussi soient formés au feedback. Donc voilà, pour moi, l'emploi. Moi, par exemple, je ne sais pas toi, Charlotte, mais moi, je suis fière. Si j'ai une fierté, c'est de dire il n'y a jamais un collaborateur qui a quitté mon entreprise et qui s'est retrouvé au chômage. Mmh. Ben, pour Ouais. moi, c'est une fierté parce qu'on pompe l'argent de la nation quand on recrute des masters, etc. C'est pas nous qui les formons, qui les payons. Et ça, c'est une manière de le rendre. Après, le dédi formation, quand on se lance dans des gros montants de formation et que le collaborateur part 3 mois après, eh ben oui, voilà. Encore une fois, dans perma entreprise et entreprise, oui, ça, c'est un problème. C'est une forme de contribution aussi, en fait. On a fait un salarié heureux et en effet, on appelle ça aussi la réemployabilité. C'est pas facile à dire. Hum, Mais en fait, le mot-clé dans tout ça, c'est la conviction. Et ça a été un fil rouge aussi des interventions d'aujourd'hui et de cet atelier en particulier, la conviction. Et en fait, si on fait les choses avec conviction, enfin, je veux dire, on n'a pas besoin de clauses ou de manière de se protéger. Au contraire, enfin, je veux dire, enfin, formons les collaborateurs, faisons-en des acteurs actifs de la transition et de la vie de l'entreprise. Et c'est déjà, enfin, c'est une réponse en soi, en fait. Ça ne devrait pas attendre de rétribution ou de calcul de rentabilité derrière. Après, enfin, Franchement, si je peux juste, tout dépend de la quantité, hein. C'est que je suis d'accord avec ça, mais si par exemple une entreprise se disait, bon, bah là, il faut qu'on forme pendant 1 an notre collaborateur parce qu'il se trouve Mm. qu'il voudrait avancer sur l'IA, on va l'envoyer 1 an en formation. Si c'est pour qu'il parte en revenant au bout d'un mois, ben, c'est quand même un problème pour l'entreprise. Et de dire, voilà, il y a peut-être des moments où le dédi formation, ben oui, c'est pas un gros mot, hein. Mais alors, ouais, la question c'est pourquoi partirait-il? Et après, on peut retourner aussi sur les motivations de chacun, mais si le collaborateur trouve en fait dans l'entreprise un moyen d'expression, s'il adhère aux valeurs de l'entreprise, alors encore peut-être que je suis un peu dans l'idéal, mais je me dis normalement il ne devrait pas avoir envie de partir. S'il part pour des raisons de salaire, c'est que de toute manière c'était pas forcément un bon collaborateur pour pour le modèle d'entreprise. Enfin bon, Et je l'argent qui est mais dans ouais, ce monde, hein, mais bon. encore aujourd'hui, mais ça changera peut-être. mais c'est vrai qu'on le voit régulièrement, hein. On envoie les collaborateurs en formation et ils reviennent avec des bagages supérieurs. Et puis, dans les mois qui viennent, ils sautent dans une autre aventure. Et c'est vrai que ça, c'est frustrant. En tant que DRH, en tant que dirigeant, c'est quelque chose qui est excessivement frustrant parce qu'on a mis les moyens pour faire progresser cette personne-là. Mais ça fait partie de la vie, de là à mettre cette barrière de déformation. Moi, je l'ai vécu dans une entreprise. La personne, en effet, on lui avait payé à l'époque un MBA qui a duré 2 ans. Donc, Oui. oui, oui, non, ça avait coûté très, très cher. Ça remonte, hein. Ça avait coûté très, très cher à l'entreprise. Le gars a eu son MBA et il devait rester 1 an dans l'entreprise. Il est resté 1 an. Au bout d'1 an et un jour, il a donné sa démission et il est parti. Donc, de toute façon, son objectif en faisant ce MBA, et la boîte était super chouette, hein, mais en fait, il voulait un poste de direction international et dans la boîte, on ne pouvait pas lui proposer ça. Mais Mm. lui, c'était ce qu'il voulait. Donc, à un moment donné, si l'ambition, si le projet de carrière ne correspond plus à l'entreprise, eh ben, que ce soit volontairement fait ou une occasion qui se présente, de toute façon, les gens s'en vont, quoi. Mm. Et puis c'est comme ça fait partie de la vie, et puis on s'organise autrement, et puis la roue tourne et l'entreprise continue sa belle progression. Ouais. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci, merci à toutes les deux. J'ai bien fait de démarrer en avant tout à l'heure. On a un peu dépassé. On a un peu dépassé, mais c'est pas grave. On était là. C'était la dernière conférence de la journée. Merci, merci à toi, Louise, pour toutes les informations, tout ce que tu as pu nous apprendre aujourd'hui. Merci beaucoup, Charlotte. Et moi, vraiment, je vous invite à aller voir ce qui se passe chez Énergique. L'équipe est merveilleuse, vraiment, l'équipe est absolument merveilleuse.
des gens formidables. Vraiment, j'adore. Allez voir ce qui s'y passe. N'hésitez pas à sauter le pas et à rejoindre un challenge. Là, je crois que c'est l'eau, c'est ça en ce moment? Il y a l'eau? On a le sobriété eau en ce moment et on a un challenge Ah, sur les SEDD en septembre. Donc, si vous n'avez c'est rien quoi vu, les SEDD? SEDD, les Semaines C'est quoi? européennes du développement durable. Ok, Ah, d'accord. Donc, c'est Ah parfois le bah bon tiens, moment pour alors, quelque chose. je vous invite à proposer à vos entreprises d'en faire partie et vraiment, enfin, moi je trouve que ça coûte vraiment pas cher et c'est un grand moment de bonheur avec Morgane et donc avec Human Biz, on en fait régulièrement et vraiment c'est super chouette quoi, c'est super chouette et on construit des choses sympathiques, on apprend des choses, on se marre bien. Et en plus de ça, c'est pour une entreprise, on est aux côtés d'une entreprise qui porte vraiment des valeurs formidables, qui est énergique. Louise, bravo, vraiment bravo du fond du cœur pour ce groupe que tu mènes depuis donc 40 ans. Bravo, enfin, c'est quand même magique, quoi. C'est quand même magique. Et puis vous atterrissez, vous continuez votre envol dans la perma-entreprise. je, Quel je voudrais, parcours, quel je- parcours. je voudrais même dire que le fait de m'être engagée dans ce nouveau modèle de perma-entreprise, ça a été pour moi-même, en tant que dirigeante, une grosse source de régénération aussi, parce qu'il faut aussi parler de la régénération des dirigeants. Et ça a été une Ouais. source de régénération de, voilà. Eh ben, ça fera un autre webinaire. Exactement, exactement. En tout cas, merci à tous nos participants. Merci à vous tous d'être restés avec nous jusqu'au bout. C'est vraiment super. J'espère que vous en avez tiré plein d'informations, que ça vous a plu. On espère avec Morgane vous reproposer ce genre de format dans les prochains mois, hein, parce que c'est quand même du boulot. Ah ouais. Nous aussi, on est une entreprise. On n'est pas organisateur d'événements, mais c'est vraiment très agréable. Donc, on a très envie avec Morgane de recommencer, peut-être avant la fin d'année, ce type de journée. Voilà, donc merci à tous. Bonne fin de vendredi, excellent week-end, et j'espère vous retrouver tous très vite. Et puis Merci bientôt les Corinne. replays. Voilà. Merci. Merci. Merci à À tous. Au bientôt. revoir. À À Au bientôt. revoir. Au bientôt. revoir.